Le globe terrestre qui est ici, Bernard, on est là-dessus, ça tourne très vite. Il y en a qui s'étourdissent, il y en a qui se ferment les yeux pour éviter d'être étourdis, il y en a d'autres qui ne se les étourdissent pas parce qu'ils ont un point sur lequel ils focalisent toute leur énergie, toute leur conscience. On dit que dans un merry-go-round, dans un carrousel, l'idéal pour ne pas être étourdi, c'est pas de regarder autour tout ce qui se passe parce qu'on devient étourdi, mais c'est de regarder un point qui nous paraît fixe. Et en conscience, il y en a peut-être un point qui est fixe. Ce que je fais actuellement, c'est de filer Bernard, car actuellement, il est déjà en train de se brancher sur le supramental. Si vous avez des questions à lui poser, préparez-les pour tantôt. Tantôt, en écoutant l'introduction, Bernard était comme tout le monde. Actuellement, il est en train de vivre l'état vibratoire qu'il passe au plan du supramental. C'est un peu ça. Et si vous étiez plus près, moi je suis très près, vous remarqueriez qu'à ce moment-ci, il est en train de vibrer. Et il y a véritablement une vibration qui s'installe en lui. Il y a quelqu'un d'autre qui travaille beaucoup sur les chakras et sur les corps éthériques et tout ça, qui a détaillé à Bernard tout le phénomène qu'il vit au moment où la soirée commence, c'est-à-dire maintenant. Et peut-être que les gens qui sont allés au symposium savent exactement, pas au symposium, c'est ça, on appelle ça des symposiums de fin de semaine, savent exactement de quoi on veut parler maintenant quand il entre dans l'état vibratoire. Alors Bernard, toutes ces belles paroles intellectuelles et formelles là, sont dites au contact maintenant de s'exprimer. Non. On va éliminer tout de suite les brouillards concernant les prophéties. Richard dit qu'il y a des gens qui s'inquiètent, il y a des gens qui ne s'inquiètent pas, il y en a qui s'énervent. La meilleure façon de ne pas s'étourdir dans un carrousel, c'est de maintenir un centre de concentration sur soi-même. Au niveau des prophéties, c'est la même chose. Vous aurez des prophéties. Chaque personne qui reçoit une prophétie ou une prédiction ou qui reçoit une information d'un autre plan reçoit cette information en relation avec ce qu'il doit savoir ou ce qu'il doit dire. Mais toutes les informations qui viennent des autres plans concernant l'évolution suprême de l'homme, concernant les grands mouvements de la planète, dans certains cas, seront très précis, dans d'autres cas, seront moins précis, et dans d'autres cas, seront erronés. J'ai déjà dit que je ne fais pas de prophétie en public. Je peux dire certaines choses en privé, mais en public, c'est pas mon domaine. Et les gens ont la très grande facilité de changer ce qu'on dit. C'est difficile pour l'homme de rapporter exactement ce qui a été dit dans un contexte quelconque. Parce que les gens ont énormément d'émotions, ils ont beaucoup d'enthousiasme. Et souvent, ce que l'on dit dans une phrase, lorsque c'est rapporté en public, ça ne se reconnaît plus. Alors, si Richard fait des prophéties en public, ça fait partie de sa sensibilité. Le but, il est là. Il peut être caché. Il y a des gens qui peuvent percevoir ce qu'il dit. Il y en a d'autres qui vont simplement entendre physiquement ce qu'il dit. Et la grande majorité seront déçus.
J'ai déjà parlé de la loi du mensonge cosmique. Alors, cette loi affecte totalement l'humanité. Elle affecte même les gens qui sont sensibles. Elle affecte même les gens qui reçoivent de l'information. Pour une raison très précise, c'est que notre système solaire, l'univers en général, mais notre système solaire est un système de circuits. Alors, sur tous les plans, il y a des circuits. Et la partie de l'univers où nous vivons est contrôlée par ce qu'on appelle en général dans le monde occidental les forces lucifériennes. C'est cette hiérarchie qui contrôle très fortement les réseaux d'information dans cette région du cosmos. Alors, vous avez la hiérarchie, les forces de la lumière ici, vous avez les forces lucifériennes qui contrôlent la région de notre planète, et vous avez la Terre. Lorsque les hommes reçoivent de l'information des plans supérieurs, cette information passe automatiquement par les réseaux des forces lucifériennes et l'information est automatiquement diminuée pour devenir de la confusion. Suivant la vibration d'origine et le passage de cette vibration dans la région dominée par les forces de retardation ou les forces retardataires, l'homme, en retour, à la fin de ce mouvement d'énergie, reçoit de l'information qui est plus ou moins précise. Plus l'homme possède un corps mental développé, plus l'information est précise, parce que plus elle est forte, puissante à l'origine. Si elle est moindrement diminuée à l'origine, parce qu'on connaît la capacité de réception de l'individu, à ce moment-là, il y a une perte d'énergie lorsqu'elle passe dans la région contrôlée par les forces retardataires et l'homme reçoit effectivement de l'information, mais qui est contrôlée. C'est-à-dire que cette information n'a plus la précision qu'elle avait au début. C'est pour ça que il y a tellement d'erreurs, de revirements, d'anecdotes chez les gens qui sont psychiques. Et c'est très important pour que les gens comprennent ça une fois pour toutes, que les gens ne se fient pas aux prophéties, qu'ils écoutent ce que des personnes sensibles peuvent recevoir comme information, mais qu'ils ne se fient pas aux prophéties. Les grands mouvements, les mouvements cosmiques, les mouvements qui sont inaltérables dans leur destinée, seront toujours cachés aux hommes. Parce que ces mouvements font partie de l'expérience humaine, de l'épreuve humaine, et ce sont les lois cosmiques qui établissent que l'homme doit vivre ces événements et être capable de passer au travers. Alors, suivant la foi de l'individu, suivant la conscience de l'individu, suivant la préscience de l'individu, qui sont différents niveaux de spiritualisation de la matière mentale, l'homme s'en retrouve plus ou moins dégagé de ces événements.
Si vous avez tendance à vous fier psychologiquement aux prophéties, aux prédictions, à tout ça, vous allez dépenser de l'énergie émotive pour rien. Et vous allez vous créer chez certains de l'angoisse pour rien. Par contre, lorsque deviendra nécessaire que soient connus précisément des événements d'ordre universel, mondial, il n'y aura aucune possibilité d'erreur. Et à ce moment-là, les gens, avec le temps, réaliseront de la source de ces prédictions qu'ils peuvent se fier à l'information. Mais tant que les gens ne connaîtront pas universellement, mondialement, cette source de prophétie, toutes les prophéties qui viennent de biais font partie de l'évolution de la conscience humaine. Il y a des gens qui ont des perceptions intérieures, il y a des gens qui font de l'écriture automatique, il y a des gens qui reçoivent de l'information de différents niveaux et ils s'aperçoivent qu'il y a une direction générale dans ces événements-là, mais qu'ils ne connaissent et qu'ils ne comprennent jamais précisément l'information. Les scientifiques, les gens du monde qui étudient statistiquement la nature de la réalité, ne peuvent se fier à des mouvements d'énergie ou à des mouvements d'information tels que ceux-ci parce que ils vont à l'encontre de la logique. Mais il y a une autre raison pour laquelle ils ne se fient pas à ces mouvements d'information. C'est que ces mouvements d'information ne sont pas contrôlables. Tant qu'un mouvement d'information n'est pas contrôlable, il ne sert pas à la science. Il peut servir à l'individu, il peut servir à initier l'individu, il peut servir à spiritualiser l'individu, à le rendre plus sensible à lui-même. Il peut servir à le rendre, à créer en lui la confusion totale. Il y a énormément de raisons pour lesquelles l'homme reçoit de l'information psychique, de l'information paranormale. C'est pour ça que aujourd'hui, avec les temps qui viennent, avec la sensibilisation des hommes, il devient extrêmement important que les individus comprennent les lois de la psychologie paranormale. Une fois qu'ils connaissent ces principes de base, qui sont très simples, ils sont capables de vivre les différentes expériences d'information sans se prendre au sérieux ou prendre les autres au sérieux. Quand je dis il ne faut pas croire, pardon, quand je dis qu'il ne faut pas croire, mais qu'il ne faut pas nier en même temps, c'est très difficile de comprendre ça. Si Glenn dit quelque chose parce qu'il est sous un mouvement vibratoire et que vous le croyez, vous vous subjuguez automatiquement à une situation psychologique qui va créer chez vous un enthousiasme quelconque. Si vous le croyez et qu'il a raison, mais que la dimension de sa prédiction est trop occulte, vous allez essayer de chercher quelque chose de concret et vous ne le verrez pas. Alors, encore, vous serez déçu. Ou vous direz, Glenn s'est trompé. De quelque façon que ce soit, vous serez toujours les perdants si vous croyez ce que Glenn dit. Mais si vous écoutez ce que Glenn dit et que vous essayez de raccrocher ce qu'il dit à vos perceptions intérieures,
À ce moment-là, chacun de vous pourra identifier ce que Glenn dit avec la dimension astrale de sa propre évolution. Et chaque personne pourra comprendre que ce que dit Glenn est simplement une clé qui est cachée dans un symbole, mais qui se rattache à votre conscience astrale spirituelle. Il est évident que si Glenn dit quelque chose et que vous le croyez, l'effort que vous faites, c'est avec votre intellect. Si vous niez ce qu'il dit, à ce moment-là, mais vous fermez automatiquement les portes, vous fermez votre esprit. Alors, vous n'avez pas beaucoup de choix. Vous ne devez pas le croire, mais vous ne devez pas le nier. Alors, ce qu'il y a entre les deux, c'est ouvrir votre esprit et percevoir ce qu'il dit suivant votre propre réception. De sorte que Glenn peut dire une chose, et cette chose va signifier telle chose pour telle personne, telle chose pour telle personne, et telle chose pour telle personne. Et c'est comme ça que ça fonctionne sur le plan astral. Si vous êtes sur le plan mental, cosmique, à ce moment-là, et que Glenn n'est pas sur le plan mental cosmique, Glenn dira quelque chose dont il ne peut pas comprendre tous les aspects, mais que vous pouvez comprendre les aspects. Et à ce moment-là, ce que Glenn dira servira d'indicateur pour l'orientation de votre propre énergie, mais ne diminuera en rien ce que Glenn a dit, mais vous permettra de comprendre des choses que vous devez comprendre sur le plan mental cosmique qui fait partie de votre expérience personnelle. Si vous êtes sur le plan causal, c'est la même chose. Si vous êtes sur le plan causal, vous allez pouvoir voir ce que Glenn dit, mais à ce moment-là, vous n'aurez pas la permission d'en parler en public. Alors, ce que je veux dire, c'est que entre le plan de l'âme et le plan matériel, il y a des plans, et ces plans-là sont des plans d'illusion, plus ou moins grands. Avec l'évolution cosmique d'un homme, avec la venue du surhomme sur la planète Terre, ces plans-là disparaîtront et il n'y aura chez l'homme que le plan de l'âme fusionné au plan de l'esprit en relation avec l'ego et en harmonie totale avec la personnalité, de sorte que l'homme n'aura plus à apprendre dans quelque domaine qu'il soit. Il saura automatiquement. Et toutes les illusions des autres plans ne cesseront pour lui parce qu'il aura à ce moment-là accès à la science totale. Il aura accès à la hiérarchie. Il travaillera avec la hiérarchie. Et s'il doit travailler avec des intelligences extraterrestres, il aura la capacité de faire face à ces intelligences sans être bouleversé par elles, parce qu'il ne pourra plus être par elles hypnotisé parce que son corps astral, le plan astral, aura été amené à une vibration supérieure. Mais d'ici à ce temps-là, apprenez à être autonome, à ne pas vous laisser influencer même par Glenn. Puisqu'on est sur le pas de la parapsychologie, j'aimerais, Bernard, qu'on aborde certains autres phénomènes de parapsychologie. Celui qui est le plus près de la prophétie, c'est celui où des gens réussissent à entrer en relation avec les morts. Mais entrer en relation physique, photographiable, j'ai présenté les frères Veilleux déjà sur la télévision qui photographient des éthers. Alex Thanos est venu ici nous montrer des photographies de fantômes pris dans des églises ou dans des lieux saints où on voyait l'ectoplasme sur la photo.
c'est quoi cette réalité invisible pour les yeux, captée par certains appareils qui ont certaines performances et qui nous amène sur le pas d'un autre monde? Alors, ce que ces gens photographient, ce n'est pas l'ego de ces personnes-là. Ce qu'ils photographient, c'est l'enveloppe que prenait l'ego au cours de son évolution terrestre. Alors, si le corps éthérique n'est pas détruit, le double, il va traîner et peut être photographiable. C'est normal. Le corps éthérique, c'est un corps physique. Mais il ne faut pas s'imaginer, parce qu'on voit son grand-père dans la nuit, que c'est l'ego du grand-père qu'on rencontre. Le grand-père, il s'en fout, il est monté. Son ego est retourné sur son plan. Alors, ce qu'on photographie, ce que l'on revoit, c'est l'enveloppe éthérique du grand-père, avec toute sa mémoire, et c'est à cause de ce phénomène-là de relation entre la forme éthérique et la mémoire du grand-père qu'on a l'impression de retrouver la personnalité du grand-père. Mais c'est une erreur fondamentale de croire qu'une personne qui meurt a le temps de traîner sur les plans inférieurs. C'est le corps éthérique qui traîne. Mais le corps éthérique, c'est une enveloppe. L'ego, lui, il retourne sur son plan. Mais les illusions paranormales sont tellement absolues que l'homme, aujourd'hui, qui n'a pas encore recouvré le pouvoir de communiquer avec les plans de l'âme, est absolument incapable de discerner d'une façon parfaite, à la moyenne de son intellect, la réalité objective des choses de la réalité structurelle des choses. Alors, un fantôme, le poltergeist et tous ces phénomènes-là, les personnalités qui sont manifestes, ce ne sont pas des personnalités réelles. Ce sont des images. Il y a un phénomène assez étrange sur notre planète. On est en train aujourd'hui de réouvrir les livres sur la connaissance ésotérique, sur le paranormal et tout ça. Et vu d'un point de vue totalement extraterrestre, les gens qui ont eu contact direct avec les civilisations avancées savent que ces peuples, si ces peuples travaillent avec l'humanité pour l'évolution de l'humanité, je ne parle pas des peuples qui travaillent contre l'évolution de l'humanité, mais ces peuples qui travaillent pour l'évolution de l'humanité considèrent l'ésotérisme, même l'ésotérisme moderne, comme étant totalement de la fantaisie humaine. Mais quand je dis ça avec condition, parce que quand on dit quelque chose d'un point de vue plus avancé, je ne parle pas du mien, je parle de leur point de vue, on doit toujours soi-même, les hommes, être capable de discerner ce que veulent dire ces intelligences-là et ce que nous savons en relation avec la hiérarchie. Effectivement, ils ont raison. L'ésotérisme et tout ça, c'est une forme c'est une forme d'aliénation de la connaissance. Mais, d'un autre côté, sur notre planète, aujourd'hui, en relation avec la connaissance de l'homme, en relation avec l'état de la science, en relation avec l'évolution émotive et mentale de l'homme, l'ésotérisme, l'occultisme et ses formes positives qui servent à l'évolution de l'individu sont extrêmement importantes pour l'homme. De sorte que les écoles, les maîtres qui font un travail dans cette direction font un travail essentiel et très important. Mais lorsque les intelligences, les races qui voyagent dans ce que certaines personnes appellent les univers parallèles, c'est un terme ça que je reviendrai plus tard, les univers parallèles. Lorsque ces gens critiquent nos sciences occultes,
ils ont raison objectivement, mais lorsqu'ils critiquent nos sens occultes d'une façon à intimider ceux qui travaillent dans cette direction-là, ce n'est pas bien. Nous devons apprécier ce que les chercheurs, les gens comme Thanos et tous ces gens-là font dans le domaine de l'occultisme. Ce sont des grands êtres. Mais nous devons éventuellement savoir exactement comment fonctionnent les lois de la matière éthérique, de la matière mentale, de la matière astrale et de toutes les matières, de tous les niveaux de l'évolution. Nous devons être capables de juger parfaitement. Il y a seulement une façon de juger parfaitement une chose, c'est d'avoir le discernement total. Il y a seulement un aspect de ce discernement total qui est permis à l'homme dans sa condition supramentale. C'est que cet homme ait accès au plan de son âme. Il y a des gens qui me demandent très souvent, est-ce que vous formez ou est-ce que vous voulez former une secte? Ces gens qui me demandent ces questions, qui est une question intelligente, ne me connaissent pas. Ce que j'essaie de faire dans le travail, c'est de faire comprendre aux gens qu'ils ont en eux des clés vibratoires. Et c'est par ces clés vibratoires qu'ils ne peuvent pas se servir tout de suite, mais graduellement elles se développent, qu'ils en arrivent éventuellement à pouvoir se tenir sur leurs deux jambes et savoir exactement, précisément, trancher une question. Il y a des théories en occultisme et en ésotérisme qui durent depuis 50, 60 années. Et personne ne s'entend parfaitement. Pourquoi? Parce que les gens essaient de comprendre et aussi, en essayant de comprendre, essaient de développer une théorie. Et en essayant de développer une théorie, ils essaient de connaître la vérité. J'ai déjà dit, la vérité, c'est une illusion. Il y a plusieurs vérités qui font partie d'un tout global. Et ce tout global, c'est la réalité. La réalité, ça ne se comprend pas par l'intellect. Parce que l'intellect lui-même, le plan mental, est un plan illusoire. Le seul plan dans le cosmos qui est réel, qui est absolu, c'est le plan de l'âme. Tous les autres plans auxquels a accès l'ego sont des plans d'illusion, mais qui sont fonctionnels. Ils servent ces plans. La personne qui va en astral va aller chercher de l'information. Si l'astral est très contaminé comme par nos jours, l'information risque d'être aussi contaminée. Mais ces plans sont des plans fermés, ce ne sont pas des plans ouverts. Ce sont effectivement des univers parallèles. Et chaque univers parallèle contient ses propres lois. Mais pour qu'un individu puisse passer d'un plan à un autre et connaître le degré d'illusion de ce plan, il doit d'abord être capable d'entrer en communication avec le plan de l'âme. Et être en communication avec le plan de l'âme, c'est une chose. Beaucoup de personnes le sont. Mais pouvoir communiquer avec la hiérarchie qui travaille au niveau du plan de l'âme et qui éventuellement essaie d'établir un lien entre l'ego et la personnalité, c'est une autre chose. C'est ça l'initiation. L'initiation, c'est d'amener la hiérarchie, ceux ou celui qui s'occupe de tel homme, tel mortel, en relation
avec lui-même par le biais du plan de l'âme, en relation avec l'ego, unifié à la personnalité. À ce moment-là, l'homme n'a plus à s'inquiéter de ce qu'il sait et il n'est plus capable d'influence ou d'être influencé. Les temps qui viendront et qui apposeront ou opposeront les hommes, les mortels de la 5e race avec les hommes de l'autre race, avec les extraterrestres, seront des temps extrêmement importants pour l'humanité. Et ce ne sont pas les hommes qui vont créer cet événement-là, quel que soit le désir personnel occulte que vous ayez. Même lorsque vous désirez très fortement une chose, vous êtes encore dans l'ignorance de la puissance de cette chose. Alors, heureusement que la hiérarchie s'occupe de vous protéger dans votre ignorance. Et il en est de même pour l'humanité. Lorsque les contacts se feront entre l'homme et l'homme de l'espace, il y aura des hommes sur la Terre qui pourront parler, discuter, travailler, communiquer par télépathie avec ces intelligences d'une façon très fraternelle, mais non d'une façon à être emprisonnés dans des formes nouvelles de connaissance ou de religion. Je disais à des gens qui ont une grande facilité, une grande sensibilité d'accès au monde de l'astral il y a quelques années, je disais, un jour vous comprendrez que quelle que soit la réalité du plan où vous alliez, c'est une illusion. Si je vous dis que l'espace est l'illusion la plus absolue, la plus grande qui existe dans le cosmos, ça vous donne un exemple de l'illusion qui existe ou des illusions qui existent sur les plans qui séparent l'homme et l'âme. Et la raison pour laquelle ce sont des illusions, c'est parce que ces mondes ont été créés en fonction d'une évolution matérielle. Mais ils n'ont pas été créés en fonction d'une réalisation cosmique autonome. Ceux qui ont créé les cosmos physiques les ont créés pour l'évolution des espèces biologiques, pour l'évolution des races dans différents univers, mais à capacité physique ou éthérique. Sans ça, à quoi serviraient ces mondes innombrables? Quand je vous dis que la vérité fait partie d'une somme globale de vérités agencées autour d'un noyau qui est la réalité, qui est le plan de l'âme, je ne vous demande pas de me croire. Je vous dis ce que je sais. Je vous donne des points de référence. D'ailleurs, c'est tout ce que je fais dans mon travail, c'est donner des points de référence. Je n'enseigne rien. J'essaie de vous donner des principes pour comprendre la psychologie du paranormal, qui est pour l'homme une psychologie totalement abstraite et effectivement totalement vibratoire une fois qu'on en connaît les lois. Ce n'est pas de la connaissance que je vous donne. Il y a des gens qui donnent de la connaissance. Ce que je donne, ce sont des principes, des points de référence pour comprendre la connaissance. La connaissance, je m'en fous. Mais les points de référence internes que chacun de vous possède suivant son évolution, sa sensibilité,
son développement, ces points-là vous permettent de voir les reflets variés de la connaissance occulte. Une fois que vous comprenez ces choses, que vous sentez ces choses, que vous les vivez ces choses, vous allez réaliser que la connaissance est sans importance. Que ce que vous considérez comme de la connaissance, que ce que vous considérez comme un devoir presque, soit matériel, philosophique, psychologique ou spirituel de la connaissance, fait partie de votre personnalité, engendré par votre ego, déterminé par l'âme, mu par l'ajusteur de pensée. Alors, prenez votre temps, il n'y a pas de presse. J'aurais une intervention qui nous amènera à soulever plusieurs points. D'abord, sur la connaissance, il est dit dans la Bible, « Faute de connaissance, je t'ai rejeté ». Un peuple qui était faute de connaissance a été rejeté du Créateur, disons. Et d'entendre parler que l'essentiel est l'âme, ça me rappelle ce que j'apprenais à la petite école. Mais alors, je passe des réflexions, puis vous amènerez des commentaires. L'état de grâce, l'état de péché mortel qui nous amène en enfer, qui amène notre âme en enfer, car tout se joue au niveau de l'âme. L'âme qui est éternelle, qui est immortelle, dit-on. L'homme, lorsqu'il est créé, on lui insuffla une âme. Les anges ont une âme de tout temps. C'était des relations que je faisais avec les connaissances ésotériques. Et Bernard, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? L'état de grâce, péché, l'enfer. L'essentiel, c'est l'âme. Et au bout de la ligne, pour aller dans le sens de l'éducation qu'on a subie ou suivie, est-ce qu'on doit suivre aussi les enseignements de ces doctrines ésotériques? Qu'il y a des choses qui détruisent l'âme, qu'il y a des choses qui vivifient l'âme, la communion, etc. Beaucoup de réflexions. Bon, toute cette goulache de questions intéressantes, intelligentes, Sais-tu, Bernard, c'est presque un défaut d'être intelligent. je continue. Ah, ces questions font relever un point central. C'est que l'homme doit évoluer par expérience. C'est une loi cosmique. L'homme ne peut pas savoir, en général, instantanément, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Il évolue par expérience. Dans toutes les sociétés humaines, dans le monde occidental, toutes les religions que nous possédons, les grandes religions, les écoles, il y a du pain sur la table pour tout le monde. Il y a autant de différences entre les hommes qu'il y a d'hommes, alors il y a autant de plats sur la table. Souvent, ces plats font partie d'un assortiment. On a des plats italiens, d'autres plats, des plats chinois. Mais le point important, c'est que on doit considérer toutes les choses lorsque nous les considérons. Mais c'est inutile pour nous de regarder en arrière et de dire, bon, ben, quand on avait 14 ans, on nous disait telle chose. Quand on avait 7 ans, on nous disait telle chose. Et de critiquer le passé. Les gens, surtout les Canadiens français, malheureusement, critiquent toujours l'Église, les sociétés religieuses. Ça faisait partie de votre expérience. Vous êtes né au Canada français, vous auriez pu être né aux États-Unis, même vous auriez pu être né en Afrique. Si vous considérez que ces connaissances, qui pour vous peut-être aujourd'hui sont simples, simplistes, pour vos enfants,
pour vous qui étiez enfant, elles étaient très importantes. De se servir du passé pour juger du potentiel de l'avenir, perte de temps, mais de réaliser dans le présent une certaine conscience des choses. Ça, c'est valable. Faut cesser d'être ma mère. Occupez-vous de ce que vous savez aujourd'hui et faites grandir ça. Et vous verrez que demain, ce sera d'autres choses. Alors demain, vous critiquerez aujourd'hui, comme aujourd'hui, vous critiquez le passé. Les formules, l'état de grâce, l'enfer, le péché mortel, patati patata, ça faisait partie de l'évolution psychologique du monde occidental. Au Japon, ça n'existe pas, ces choses-là, dans la religion Shinto. Pourquoi? Parce que le mode d'éducation de ce peuple évolue différemment par la hiérarchie. Leur psychologie est totalement différente, leur comportement biologique est différent, leur nature électrique, chimique est différente de la nôtre. Si vous faites des recherches en profondeur concernant certains types de formules que vous trouvez disons, dans la religion catholique, vous verrez qu'il y a des parallèles très près, des fois un peu éloignés, avec d'autres religions. Mais, psychologiquement, l'homme est un clone. L'homme change. Si vous allez en Afrique et vous prenez un artefact et que vous l'apportez en Amérique, la fonction psychologique, sociale, culturelle de cet artefact sera totalement changée. En Afrique, la statue sera très importante pour des rites d'initiation des jeunes de 13 ans, mais rendu chez vous, vous allez prendre le même artefact et le mettre dans votre salon. Pourtant, c'est le même artefact. Mais la psychologie derrière l'artefact a été altérée, elle a été changée. Ce n'est pas tellement de déterminer si telle chose est bonne ou si telle chose est mauvaise qui est importante. C'est d'en arriver un jour à réaliser les limites de telle chose. Si vous commencez à analyser si telle chose elle est bonne ou si telle chose est mauvaise, vous allez passer votre vie à faire de la recherche. Par contre, si vous arrivez à saisir en vous une certaine perception intérieure, elle vous dira exactement où vous en êtes en relation avec cette chose. Il y a quelqu'un qui me demandait au séminaire qu'est-ce que c'est le péché originel. Le péché originel, c'est la contrefaçon, c'est la contrepartie, l'explication catholique du karma hindou. Chaque religion a sa façon, suivant la psychologie des peuples ou des nations qu'elle regroupe, d'expliquer telle ou telle chose. C'est dans le temps, plus tard, lorsque l'homme a commencé sa période d'évolution, qu'il voit précisément la limite de ses enseignements, ou l'importance de ses enseignements, ou l'infinité de ses enseignements. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer des points de référence pour le développement d'une psychologie du paranormal, parce que tout est paranormal. Même la pensée est paranormale. La logique est paranormale. Tout est paranormal. Ça n'apparaît pas ainsi, mais c'est ainsi. Ceux qui le savent, le savent. Mais ce sont nos attitudes qui sont enfantines, primitives, d'ordre scolaire. Nous devons sortir de l'état de scolarité pour en arriver à l'état de connaissance, pour en arriver à l'état de perception,
pour en arriver éventuellement à l'état de la sagesse, pour en arriver éventuellement à l'état du discernement total. Et à ce moment-là, on donne à chaque chose sa place. Et si on a un enfant qui a besoin du péché originel, on le laisse avec ça. Si ma petite fille arrive le dimanche ou en fin de semaine et qu'elle me dit, papa, on va parler du péché originel, je vais pas commencer à lui chambarder son univers et lui donner ma grande connaissance occulte. Qu'est-ce qu'elle se fout, elle, de ma grande connaissance occulte? Je vais bouleverser son petit univers d'enfant qui doit évoluer graduellement et graduellement. Son petit Jésus, là, que les sœurs lui enseignent, il est fantastique. Vous savez, notre problème, les hommes, c'est que nous sommes orgueilleux et que nous voulons comprendre tout et que nous voulons comprendre tout avant tout. Nous avons une soif très grande de la connaissance. Et la raison pour laquelle nous avons une soif de la connaissance, c'est parce que nous ne comprenons pas les lois de notre ego. Nous n'avons même pas la foi en nous-mêmes d'être capables un jour de savoir instantanément le tout de cette réalité. Les hommes sont grands parce qu'ils sont cosmiques intérieurement, mais ils sont très petits parce qu'ils sont très orgueilleux. Et le conflit entre cette grandeur, cette immensité, cette infinité de l'homme, qui est souvent discuté par les philosophes, et la réalité concrète de tous les jours que nous retrouvons dans la politique, dans la vie sociale, dans les relations entre nations, nous fait voir qu'à un certain moment, il y aura une rupture entre l'homme ancien et l'homme nouveau. Et cette rupture viendra lorsque l'homme ancien dormira. À tout cela, Bernard, la question qu'on se pose, nous, c'est qu'on sort d'une école, on sort d'une église, et depuis quelque temps, on apprécie les rencontres avec Bernard. Où situer ces rencontres avec Bernard? Et je dis à tout le monde ici qu'on a demandé à Bernard si on était pour continuer des rencontres à tous les mois. Il n'y a eu aucune hésitation de la part de Bernard, il a dit ça doit se faire. J'aimerais que l'explication soit donnée publiquement. Ça doit se faire dans ce sens que ça doit se faire. Si on regarde ce regroupement ici, du point de vue humain, on peut trouver n'importe quelle sorte de raison pour dire que ça devrait continuer ou ça devrait arrêter. Mais si on regarde ce groupement d'un point de vue totalement prépersonnel, supramental, ça doit se faire. Il n'y a plus de logique. Tant qu'il y a une personne dans la salle, ça doit se faire. Et ça se fera. La salle peut changer, mais ça se fera. Je ne vais pas expliquer pourquoi ça doit se faire. Mais ça se fera. Ceux qui savent, même s'ils savent un petit peu, savent déjà beaucoup. Ce sont ceux qui savent un petit peu et qui savent beaucoup qui doivent continuer dans la révolution.
Un mouvement qui est énergiquement vibratoire ne s'arrête plus. Il ne s'arrête plus dans le temps. L'énergie vibratoire ne part pas de l'homme. Elle provient des plans et elle descend vers l'homme et elle se diffuse. Et l'homme ne peut pas arrêter ça. Alors, tant qu'il y aura une personne dans la salle, ça se fera. Et ensuite, ça prendra une autre forme. Et une autre forme, et une autre forme. Parce qu'il y aura toujours de nouvelles formes de créer. Les hommes ont le droit de savoir. Ils ont le droit de choisir, mais ils ont le droit de savoir. Lorsqu'ils ont choisi, ils sont libres de décider ce qu'ils veulent faire de leur propre vie. Mais le droit de savoir est un droit qu'ils possèdent, mais c'est un droit qu'ils ne peuvent pas par eux-mêmes s'approprier, parce que pour savoir, il faut comprendre certaines choses, pas par l'intellect. Il y a des formes de connaissances nouvelles qui doivent être données à l'homme si l'homme est un jour à reconstruire le temple qu'il est. Suivant la vibration de ces formes d'énergie, l'homme grandit ou l'homme rapetisse. Si je détruis par mon travail, je me trouverai un jour isolé. Si je construis par mon travail, je ne serai jamais isolé, mais je serai toujours seul. Et tant que les hommes se comprennent d'une façon universelle, ils forment automatiquement une société, une conscience universelle. Et la conscience universelle, c'est le plan, c'est la pierre de fondation de l'évolution de l'homme futur. Mais rien n'est donné pour rien. Je vous le dis, rien n'est donné pour rien. De sorte que dans toute transaction entre vous, votre personnalité et vous-même au niveau de votre ego spirituel, il y aura toujours des conflits, de la polarité, jusqu'au moment où il n'y aura que de l'union. Et à ce moment-là, il sera très facile pour vous de vivre une vie créative, autonome, en paix, sans crainte, en harmonie avec vous-même. Alors, tant qu'il y a des gens assis sur les chaises, je serai là pour parler. Quand le grand initié disait que sur 100 personnes, s'il y en a une qui comprend, ça vaut la peine, ce n'était pas des phrases en l'air. Alors, s'il y a une personne qui en arrive à se comprendre d'une façon totale, le travail n'aura pas été fait en vain. Dans notre philosophie, on appelle le pape noir, le soleil noir, la matière, l'antimatière. Au début, j'hésitais un peu, mais il y a des gens assez sérieux. Parlez proche du micro, monsieur, s'il vous plaît. Un peu trop proche? Non, parlez plus proche. Levez-le un petit peu. J'y crois. Mais maintenant, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, les mondes parallèles.
Ça ne sera pas quelque chose un petit peu dans ça? Les mondes parallèles, c'est pas mon expression. C'est une expression quasi-scientifique qui a été développée dernièrement pour essayer de sortir l'homme du pétrin de comprendre l'univers invisible. Alors l'homme, quand il veut comprendre quelque chose qu'il ne comprend pas, il jette une théorie. Puis avec le temps, il essaie de comprendre des parties de cette théorie-là. Puis plus tard, quand ça a fait son temps, là, il en jette une autre. Puis comme ça, il va par élimination. Aujourd'hui, on commence à mettre Einstein en question. Rien contre Einstein, mais c'est pour faire comprendre une chose. Que là, l'autre, la jeune fille qui est venue me parler tout à l'heure, elle va dire, mais là, il demande une question comme du monde, là. Là, il retombe encore dans parler de ses illusions, mais je le ferai pas. Je vais vous expliquer ce que veulent dire les scientifiques théoriquement par leur conception des mondes parallèles. D'abord, premièrement, les mondes parallèles, ça n'existe pas. Il n'y a rien de parallèle dans l'univers. Quand on emploie le terme parallèle, il se produit deux choses dans notre mental. Il se produit d'abord une comparaison, puis il se produit ensuite une juxtaposition de valeurs. Si on parle au niveau de la comparaison, quand on parle d'un monde parallèle, on essaie de comprendre, d'établir des lois pour expliquer ces mondes-là, toujours en vertu des lois que nous connaissons sur le plan matériel. Alors, si par exemple on parle du photon sur le plan matériel, et qu'on l'explique d'une certaine façon, et qu'on veut comprendre le comportement du photon, par exemple, au niveau d'un univers parallèle, on va être obligé d'expliquer les émissions photoniques en relation avec des paramètres de structure et de mouvement et de temporalité qui correspondent à nos lois d'énergie. Dans les univers parallèles employés par les scientifiques, l'énergie ne se comporte pas par vélocité. La vélocité n'existe pas dans les mondes parallèles. La vitesse existe, mais pas la vélocité. Il n'y a aucune accélération. Il y a un échange instantané entre un plan d'énergie et un autre, et toutes les valeurs électriques sont interchangeables en valeurs lumineuses. De sorte que dans un univers parallèle, la gravité n'existe pas, mais elle peut servir à établir des liens de station avec le plan matériel. Si on emploie des théories pour expliquer les black holes, les trous noirs, ces théories-là font partie d'une perception intelligente, intuitive, adaptée à notre cerveau. Mais ces théories-là ne font pas partie d'un agencement total de la compréhension des lois cosmiques en relation avec notre cerveau. Notre cerveau, c'est de la machinerie. La science ne provient pas du cerveau.